Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Josiane Mouzanez. Merci de votre fidélité. Bienvenue, chers auditeurs, à ce journal, dont voici d'abord les grandes articulations. Au moins 6 000 sur 7 000 personnes atteintes du cancer meurent chaque année au Burundi. Ces chiffres alarmants sont donnés par le Centre international de recherche sur le cancer. C'est au moment où le monde a célébré ce 4 février la journée de lutte contre le cancer. Des discussions tripartites vont bientôt commencer pour statuer sur le rapatriement des Congolais exilés au Burundi depuis décembre 2025. L'annonce a été faite par la représentante du HCR au Burundi qui en a profité pour démentir les chiffres de réfugiés congolais qui seraient morts dans le camp de Wusuma qui les héberge. Les Burundais qui ont plus de diplômes seraient les plus bêtes, du moins selon les dires du numéro 1 burundais et certains hauts dignitaires. Et c'est ça qui fera l'objet du mini-magazine au cœur de la société d'aujourd'hui. Voilà pour le sommaire. Bien le bonsoir chez vous, mesdames et messieurs. Tout de suite, le développement de ces titres. Bonsoir. Célébration ce mercredi 4 février de la journée mondiale dédiée à la lutte contre le cancer, une maladie qui prend de plus en plus de l'ampleur au Burundi, même si les autorités ne s'en alarment pas. En effet, le Centre international de recherche sur le cancer, IARC en sigle, dresse un bilan d'environ 6 000 personnes qui meurent du cancer chaque année au Burundi, une situation qui pourrait s'aggraver avec une augmentation estimée à 30% d'ici 2030. David Claude Mananayo nous en dit plus. L'incidence du cancer au Burundi continue de croître selon le Centre international de recherche sur le cancer. Chaque année, près de 7 000 nouveaux cas sont diagnostiqués, tandis que la maladie entraîne la mort d'environ 6 000 personnes dans le pays. L'IARC avertit que sans mesures concrètes des autorités sanitaires pour renforcer la prévention et la prise en charge, ces chiffres pourraient augmenter de 85% d'ici 2030. Plusieurs facteurs contribuent à cette situation préoccupante. Manque d'informations et de sensibilisation de la population sur la maladie, recours tardif aux soins entraînant des diagnostics à un stade avancé, accès limité aux traitements spécialisés sur l'ensemble du territoire national. Une étude menée entre janvier 2021 et décembre 2023 révèle que le cancer touche particulièrement les adultes âgés de 25 à 64 ans, une tranche d'âge active sur le plan économique et social. La maladie fragilise ainsi de nombreuses familles qui perdent la capacité de subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs proches. Les types de cancers les plus fréquents au Burundi chez les femmes, c'est le cancer du col de l'utérus et le cancer du sang, tandis que chez les hommes, il y a le cancer de la prostate. Bien que des efforts de prise en charge existent, le système de santé burundais reste insuffisant et inégalement réparti sur le territoire. Le dépistage précoce demeure limité et plusieurs obstacles persistent comme l'insuffisance d'équipements spécialisés, pénurie de personnes médicales formées en oncologie, coût élevé de traitements souvent inaccessibles pour la population. Merci à toi David Claude Mbananayo. Qu'est-ce qui causerait donc cette hausse de cas de maladie? La RPA a approché le docteur Nikez Salumana, cancérologue burundais, qui nous livre certains facteurs dont les changements climatiques à l'origine de cette pathologie. Avant et aujourd'hui, cela c'est de distinguer au fait que la prévalence du cancer. Mais ce qui est évident, avant il y avait le cancer et aujourd'hui on voit beaucoup de cancer. Donc, pourquoi? Oui, il y a la différence au fait. Avant, les résultats de diagnostic, au fait, de diagnostic du cancer, il y en avait presque. Dans les études de diagnostic du cancer, il y a le laboratoire NAPAP, il y a les outils, les imageries, tels que le scanner, les IRM, les PET scans, tout ça. Avant, il n'y avait pas. Aujourd'hui, il n'y a pas de PET scan, il n'y a pas de... Il y a quand même les scanners. Il y a radiographie, il y a tout ça.
Maintenant, comme la technologie avance, on a beaucoup de méthodes de diagnostic de cancer. Maintenant, on peut voir que réellement, il y a une mise en prévalence. Et puis, il y a des centres de traitement qui naissent au fur et à mesure. Avec toutes ces choses, le cancer se voit beaucoup plus aujourd'hui qu'hier. Mais rien ne dit que c'est pas la même chose. Parce qu'avant, quand moi j'ai commencé à tester, à exercer mon métier de médecine, on voyait des gens qu'on voyait qui avaient le cancer, difficilement qu'on diagnostiquait le cancer. C'est des gens, normalement, qu'on disait, tous ces gens sont condamnés à mourir. Parce qu'il n'y avait pas de bons diagnostics, il n'y avait pas de moyens de traitement. Actuellement, on les voit parce qu'on peut traiter, les gens sont sensibilisés, les médecins sont sensibilisés, et ils font le diagnostic. Et là, c'est pourquoi en fait, aujourd'hui, on voit qu'il y a plus de cancer qui est. C'est ce que je pense. Dr Nikez Nsabimana indique néanmoins qu'il y a moyen de minimiser les causes du cancer. Ses conseils en matière de précaution à prendre, ce sera dans nos éditions ultérieures. En parlant toujours de santé, les problèmes liés à la prise en charge sanitaire des réfugiés congolais du camp de Rousouma sont en train de trouver des réponses et l'étape franchie est satisfaisante. La représentante du HCR au Burundi indique que les derniers décès enregistrés dans ce camp remontent à l'épidémie de choléra et elle dément les affirmations de certains réfugiés selon lesquels une vingtaine de personnes y seraient enterrées par jour. Écoutez à ce propos Brigitte Mukanga Eno, représentante du HCR au Burundi. Nous avons vu effectivement des messages qui disent qu'il y a plusieurs morts par jour. Non, en tout cas, les services médicaux qui sont sur place n'ont pas fait de rapport sur des nouveaux morts. Au niveau des centres de santé qui sont déjà sur le site, que ce soit MSF, que ce soit HealthNet TPO ou l'association des femmes médecins du Burundi. Donc, tout ça, c'est ceux qui se sont établis au niveau du site. Ils nous font des rapports régulièrement. Il y a plus d'une semaine qu'on n'a pas eu de cas de décès. À moins qu'il y ait un nouveau rapport ce matin que je n'avais pas encore vu, mais jusque-là, la situation sanitaire est vraiment maîtrisée avec l'appui de ses partenaires, plus le ministère de la Santé. Donc tout ça, c'est pour dire que la situation est en train de s'améliorer progressivement, mais et en termes des décès, en fait, ces jours-ci, on n'a pas eu de décès comme c'était pendant la période de choléra. On était autour de 53 décès. Et ça, c'était pour un mois. Donc, on n'a jamais eu des jours avec autant de dizaines. Non, on n'est jamais arrivé à ce stade-là. Évidemment, on déplore, chaque mort est déplorable. Chaque mort aurait peut-être pu être évitée. Concernant les réfugiés qui souhaitent rentrer chez eux, Brigitte Eno précise qu'un recensement des volontaires est en cours. Une fois cette opération terminée, des discussions seront engagées avec les gouvernements de la République démocratique du Congo et du Burundi, et dès qu'un accord tripartite sera signé, ces réfugiés bénéficieront de l'appui nécessaire pour regagner leur pays. Encore une fois, Brigitte Mukanga Eno, représentante du HCR au Burundi. Pour le moment, nous avons des équipes sur le terrain qui sont en train de faire ce que nous appelons enquête d'intention de retour. Parce que il y a effectivement des gens qui disent que les réfugiés voudraient partir. Il y a quelques réfugiés aussi qui ont indiqué qu'ils aimeraient partir. Et donc, nous avons lancé une enquête générale pour essayer de récolter ces intentions et ensuite voir comment on pourrait les assister. Parce que on ne peut jamais retenir, bien sûr, les gens. S'ils veulent rentrer chez eux, personne ne les retiendra. Ce qui se passe généralement en matière de retour des réfugiés, c'est que il y a quand même quelques préalables en matière de sécurité pour s'assurer que les gens ne rentrent pas là où leur vie serait en danger. Et donc, c'est pourquoi généralement il y a des accords tripartites. Et donc, ce qui se passe, c'est que lorsque les trois parties s'accordent, et d'abord, après avoir évalué les conditions de sécurité, comme je dis, dans le pays d'origine, en ce moment-là, on peut faciliter le rapatriement. Mais au stade actuel, on ne sait pas encore qui voudrait partir, et lorsqu'on aura fini avec cette enquête, on aura une idée sur la tendance et on pourra
voir comment discuter avec toutes les parties concernées. Pour dire que l'accord tripartite n'est pas encore signé. L'accord existe parce que c'est malheureusement pas la première crise pour la RDC. Donc l'accord a déjà été existé et ça reste valable. Ça a déjà été signé depuis, je crois que ça fait plusieurs années déjà. Il y a un accord, mais à chaque fois pour activer cela, il faut quand même se concerter et évaluer les conditions, etc. Puisque la crise elle est dynamique. Dès qu'on clôture l'enquête, on pourra lancer les discussions. Parlons à présent politique, où le parti Codebu a mis en garde ce mercredi contre toute tentative de restaurer le pouvoir au sein d'un seul parti comme par le passé, ainsi que contre le fait de ne pas lutter contre la corruption et les accaparements de biens. Selon Kefani Bidzi, de telles pratiques risqueraient de mettre en péril l'unité des Burundais. Suivez-le, il s'est exprimé à la veille de la célébration des 35 ans de la signature des accords de l'unité nationale. Au niveau du parti Codebu, nous exprimons nos vives préoccupations que les acquis de l'unité nationale peuvent être remis en cause par une volonté du pouvoir de retourner vers un monopartisme de fait. Et il faudra se rappeler que l'une des causes de la charte de l'unité nationale était la restauration du multipartisme pour permettre à tous les Burundais d'exprimer leurs opinions diverses pour bâtir notre nation. Mais actuellement, on fait un constat amer d'une renaissance de cette volonté du multipartisme qui se traduit par l'exclusion et le harcèlement pour contraindre tous les Burundais à une pensée unique, ce qui peut faire une entorse grave à l'unité nationale. Un autre phénomène inquiétant, c'est le phénomène de corruption, de détournement et de malversation économique qui crée une certaine diversité de classes ethniques, une disparité sociale, où on assiste à un petit groupe de personnes qui sont ultra riches et une majorité très pauvre. Et cet contraste pourrait provoquer dans les jours à venir des troubles sociaux dus à cette disparité sociale injuste. Donc il faudra ne pas se tromper et croire que c'est uniquement les divisions ethniques et régionales qui peuvent porter atteinte à l'unité nationale, mais aussi cette pensée de harcèlement, de contraindre toutes les personnes à avoir une même vision, une même pensée, mais aussi cette disparité sociale peuvent provoquer des troubles qui menacent l'unité nationale. C'est pour cette raison que nous invitons le pouvoir en place d'accepter la restauration du multipartisme ainsi que l'organisation des élections libres et transparentes pour éviter qu'on tombe dans les modes du passé, mais aussi on devrait lutter contre la corruption et la malversation économique afin d'éviter cette disparité approfondie. Du côté de l'Olicom, si cette charte de l'unité nationale n'a rien apporté au peuple burundais, c'est parce que certains hommes politiques l'ont signée sans y croire. Sincèrement, pour Gabriel Rufkili, président de cette organisation de lutte contre les malversations économiques, les discours haineux tenus par certains hauts dignitaires sont l'un des signes montrant qu'il n'y a pas d'unité au Burundi. Suivez. La charte a été acceptée par les Burundais, mais vous avez dit qu'après, je crois, 2 ans, 91, 93, la guerre civile a éclaté au Burundi. D'où, en fait, ceux qui ont initié l'unité nationale ne recroyaient pas, à vrai dire, c'était une manière de masquer. D'où, je voudrais revenir aux principaux défis de la mise en œuvre de la charte de l'unité nationale. J'ai pris l'élément essentiel, c'est là où même se trouve le point central, le premier élément pour nous, qui est très très important dans ce pays, qui est une menace grave de l'unité nationale, de la cohésion, c'est un manque de débat sincère sur des questions qui entrent au pays. Donc, il faut qu'il y ait un espace de libération de la parole, bien évidemment d'une manière digne, d'une manière sincère, la répartition de la richesse nationale. La richesse nationale n'est pas partagée. Un autre élément qui menace l'unité nationale, c'est renaissance non contrôlée. Au niveau de l'Olicom, nous voyons que le fait de ne pas contrôler les renaissances
il est clair que c'est une menace à la cohésion sociale. À ce propos, la RPA a également tendu le micro à divers citoyens issus de différents milieux sociaux. Ces derniers font part de leurs préoccupations quant à la cohésion entre les Burundais. Selon la majorité d'entre elles, l'unité nationale reste fragile et largement insuffisante. Moi, je dirais que la journée du 5 février, qui est toujours célébrée comme étant la journée dédiée à l'unité nationale, aujourd'hui n'a plus raison d'être parce que si nous regardons ce qui se passe aujourd'hui dans la société burundaise, c'est autre chose. La division basée sur les opinions politiques a pris le devant ou effectivement ce que enseigne le parti au pouvoir, la discrimination, c'est la division basée effectivement sur les opinions politiques. Si tu n'es pas membre du CNDD-FDD, qui est comme un étranger dans votre pays, ce qui est regrettable. Alors je dirais que célébrer la journée du 5 février comme ce sera le cas demain, c'est vraiment une comédie, c'est une farce. Demain, le 5 février, la journée de l'unité nationale, il n'y a pas de la d'unité. Ici au Burundi, mais dans notre pays, il n'y a plus d'unité. Il y a une division parce qu'une seule partie politique est au pouvoir. Après toutes les décisions possibles, et les autres n'ont rien à dire. Raison pour laquelle il n'y a pas d'unité. Si on voit du côté ethnique, on a mis cette fête sur des réseaux d'ethnie. L'absence de l'unité réside. Ce Burundi pouvoir affirmer qu'il n'y a pas d'unité nationale tant que tous les dirigeants sont des membres ou membres du CNDD de la base jusqu'au sommet. Cela prouve qu'il n'y a pas d'unité. Nous sommes des observateurs. Autre chose qui prouve qu'il n'y a pas d'unité, les membres de ce parti du CNDD. Il enseigne toujours la division à des ethnies. Soit-disant que ce sont des combattants. Cela nous prouve qu'il n'y a pas d'unité nationale. En un mot, pas d'unité. Par la présence société où l'administrateur de la commune Tangara, nous sommes en province Butanyerera, a effectué ce lundi une visite inopinée dans les dépôts de boissons alcoolisées, notamment ceux contenant des produits Ibraroudi. Une descente fait suite à des plaintes formulées par certains commerçants qui accusent la police de consommer ou de revendre des boissons alcoolisées saisies chez eux. Les détails avec Hervé Nioli. Certaines de ces boissons alcoolisées artisanales, souvent saisies par la police, sont notamment celles conditionnées dans des bouteilles en plastique appelées ou de salabgaï, ainsi que des boissons de la société Braloudi. Certains commerçants de ces boissons, surtout ceux des zones de Gashikanwa, Musumba et Ngoma de la commune de Tangara, province de Butanyerera, se plaignent de la police, affirmant que les boissons confisquées ne sont pas acheminées vers les dépôts prévus à cet effet. Ces commerçants accusent certains policiers de consommer une partie de ces boissons et d'en revendre d'autres pour leur profit personnel. Les pertes seraient ainsi subies à la fois par les commerçants et par les caisses de l'État qui n'attireraient aucun revenu. Les mêmes sources ici des commerçants indiquent qu'à la suite de ces plaintes, ce lundi de cette semaine, Jean-Pierre Ndekoudiayo, administrateur de la commune Tangara, a effectué une visite inopinée dans le dépôt de ces boissons situé au poste de police de la zone Gashikanwa. Après avoir constaté l'état de stock, il a salué leur bonne conservation, même si les quantités présentées ne correspondaient pas à celles qui lui avaient été signalées. De leur côté, certains policiers affirment que ces accusations sont infondées, soutenant que les boissons saisies n'ont pas encore été inventoriées. Le chef de la police de la zone de Gashikanwa déclare quant à lui que les plaignants ont été pris en possession de ces boissons et que les accusations portées contre la police sont sans fondement et relèvent principalement des mensonges. Merci à toi Hervé Niyouji. Il est place maintenant au mini-magazine au cœur de la société qui revient aujourd'hui sur les propos de certains dirigeants burundais, à la tête desquels le chef de l'État burundais Evariste Ndayishimiye, qui ose dire que les plus bêtes des Burundais sont ceux qui ont poussé très loin leurs études, des propos mal accueillis par les parents et les éducateurs qui ne ménagent aucun effort pour que le pays puisse avoir des intellectuels bien formés au cœur de la société, vous est présenté par Désiré Hatungiman. Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission préparée en synergie par les radios Inzamba, Agatika Kawe, Radio RPA, Idouya Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance.
Les propos que tiennent souvent le président burundais Evariste Ndayishimiye surprennent les Burundais et la communauté internationale, surtout parce qu'ils proviennent d'un chef d'État. Ces derniers jours, il a indiqué que ceux qui ont fait des hautes études, comme les docteurs dans différents domaines, sont les moins importants dans la société burundaise. Il a démontré que ce n'est pas important d'étudier, alors qu'il devrait prendre le devant pour sensibiliser la population à étudier. Dans son mini-magazine au cœur de la société, nous reviendrons sur cette position du chef de l'État burundais et ce qu'en pensent les éducateurs. Encore une fois, bienvenue. Étudier au Burundi est différent d'ailleurs, car là-bas, c'est le point de départ de la pauvreté. Ces propos sont tenus par le chef de l'État burundais Evariste Ndayishimiye, qui affirme qu'il dispose de nombreux docteurs, mais qui n'apportent rien au pays. Ndayishimiye soutient que plus une personne fait de longues études, plus son intelligence régresse. Cela montre cependant que le parti au pouvoir partage cette vision, car ce n'est pas pour la première fois que de tels propos sont tenus et relayés par les dirigeants du parti au sommet de l'État, lesquels ne cessent d'affirmer que l'éducation au Burundi ne sert à rien. Révérien Vazikamwe pour plus de détails. Les propos de Evariste Ndayishimiye ont surpris certaines personnes, tandis que pour d'autres, il est devenu habituel de l'entendre affirmer que faire des études au Burundi revient à perdre son temps et à se rapprocher de la pauvreté. Selon lui, les Burundais seraient ensorcelés car ailleurs, l'éducation permet aux individus et aux pays de se développer, alors qu'au Burundi, étudier conduit à la pauvreté. L'éducation, c'est la base du développement. Pour ceux qui sont lucides, qui n'ont pas été ensorcelés, l'éducation, c'est la base du développement. Cependant, pour nous, qui sommes déjà ensorcelés, ce n'est pas la base du développement. Plus on étudie, plus on demeure dingue. Et si vous me demanderez de le démontrer, vous savez combien de docteurs qui sont devant moi, docteurs en domaines variés. Faites-moi une note, puis l'amène ici. Je vais voir. Il y a quelqu'un qui me l'a écrit. L'éducation, c'est la base du développement. Je lui ai répondu, tu sais que j'ai beaucoup des intellectuels, mais je ne vois pas ce développement. J'ai cherché en vain un docteur promoteur du développement. Chez nous, l'école, c'est le facteur du sous-développement. En tenant ces propos, Evariste Ndayishimiye les a présentés comme s'ils étaient de son propre cru. Pourtant, Révérend Ndikuriyo, président du parti au pouvoir au CNDD-FDD, s'était déjà exprimé clairement dans le même sens, affirmant que le parti qu'il dirige et dont Ndayishimiye fait partie ne place pas l'éducation parmi les priorités, car il a besoin de personnes peu instruites, plus faciles à gouverner en conséquence. C'était le 31 novembre 2022 à Makamba, lors de la clôture d'une formation destinée à des jeunes venus de toutes les provinces. Il avait déclaré que les chiffres et les statistiques ne servaient à rien et qu'il ne pouvait rien les apporter à Makamba. À l'époque, l'opinion publique s'était interrogée pour savoir si les propos de Révérend Ndikuriyo reflétaient réellement la vision d'avenir du parti au pouvoir ou s'il s'agissait simplement de son opinion personnelle. Or, les récentes déclarations du chef de l'État semblent confirmer qu'il s'agit bien d'une ligne politique visant à dévaloriser l'éducation. Les spécialistes de l'éducation se demandent aujourd'hui comment le parti au pouvoir compte atteindre l'objectif d'un pays développé alors qu'il adopte une politique qui discrédite l'enseignement. Merci, Révérien Vazikamwe. Le mépris et le mauvais traitement des intellectuels perpétrés par les dirigeants du pays et le parti au pouvoir sont, selon certains, une mauvaise pratique que le parti CNDD-FDD a conservée depuis son passage dans la rébellion. Aujourd'hui encore, les intellectuels n'ont plus de place face à ceux qui sont allés au maquis. Ces propos sont tenus par Libéran Nibashira Kandi, expert en éducation. Selon son professeur d'université, ce mépris à l'égard des intellectuels montre que l'État est en train d'induire la population en erreur, cherchant à rejeter ses responsabilités sur d'autres, alors que ce sont les dirigeants qui ont échoué à sortir le pays de la pauvreté et qui en sont incapables. D'après lui, ces actes sont produits par des personnes qui ont perdu le sens de l'humanité.
la marginalisation, le dénigrement et l'exclusion des intellectuels au parti CNDD-FDD ne datent pas d'aujourd'hui, comme le souligne bien le professeur Gervais Fikiri, ancien vice-président de la République et ancien président du Sénat, dans son article de 2016, accessible sur Internet, dont le titre est « Échec de la transformation du CNDD-FDD du mouvement rebelle en parti politique au Burundi, une question d'équilibre entre le changement et la continuité ». Déjà au maquis, souligne-t-il, le CNDD-FDD était dépourvu de cadres ayant des compétences et de l'expérience technique dans l'administration publique. Les intellectuels qui ont été recrutés pour vider les partis concurrents, avoir les ressources humaines de réserve, disposer des cadres pour la mobilisation des gens à condition de ne pas gêner les intérêts privés des membres historiques. L'ancienneté au sein du parti continue à prévaloir sur les compétences professionnelles et les critères de mérite lors de l'attribution des responsabilités à la fois pour les postes techniques et pour les postes politiques. Le dénigrement des intellectuels s'explique par une crise grave de leadership et de valeurs de Burundi et de Shingadai. Le dénigrement des intellectuels par les hautes autorités du pays est un aveu d'échec dans la gestion et la gouvernance du pays. C'est une traduction de leur incompétence notoire. C'est leur façon de gouverner à coups de colère et de mensonges pour manipuler la population et justifier l'échec cuisant et le bilan économique désastreux. L'on assiste à une guerre verbale, aux attaques personnelles et accusations de toutes sortes. Le Burundi qui s'enfonce dans une crise économique grave, ce n'est pas eux, ce sont les autres, intellectuels qui ne valent rien, les ministres qui n'engagent pas les réformes malgré les instructions du président, etc. Le dénigrement des intellectuels prouve aussi les contradictions de ces dirigeants burundais. Combien de fois ils ont fait appel à des intellectuels pour leur donner des leçons d'économie. Le professeur d'université libéral Nibashira Kandi estime que ce comportement des autorités et du parti au pouvoir est à l'origine de la situation de pauvreté actuelle du pays. Cela explique, selon lui, pourquoi aujourd'hui le Burundi continue de perdre espoir de vivre dignement et choisissent un grand nombre d'aller à l'étranger à la recherche des meilleures conditions de vie, en particulier les jeunes. Libéran Nibashira Kandi rappelle que l'avenir du Burundi doit nécessairement passer par une éducation de qualité. Le Burundi manque aujourd'hui de tout. L'économie est à terre avec un risque de faillite de l'État. La crise multidimensionnelle actuelle est une conséquence du dénigrement, de la marginalisation et de l'exclusion des intellectuels dans la gestion du pays. Ce qui est encore grave, les Burundais perdent chaque jour la confiance et la foi en leurs institutions et à leur futur. D'où le Burundi qui se vide de sa jeunesse et de ses cadres. La seule voie de l'avenir du Burundi reste une éducation de qualité. Aucun pays au monde ne s'est développé sans ressources humaines compétentes et suffisantes. C'est par ici que nous mettons un point final à ce magazine au cœur de la société. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous mercredi prochain. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société. Et voilà, mes fidèles de la RPA, c'est par ici que prend fin le journal en français de ce mercredi 4 février 2026. Merci pour votre aimable écoute. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur franche et parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Josiane Muzaneza. Excellente soirée chez vous. Au revoir.